L'échiquier international, soyez les bienvenus. 1440, nombre de jours écoulés depuis le début de la guerre en Ukraine, c'était le 24 février 2022 pour rappel. 1440, c'est plus que la durée de la Grande Guerre patriotique. La Grande Guerre patriotique, chers téléspectateurs, c'est expression russe consacrée à la Seconde Guerre mondiale et son versant européen, surtout est-continental, c'est-à-dire plus précisément de la confrontation entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, soit de septembre 41 à mai 45. Mais surtout, la guerre patriotique est loin d'être anecdotique en Russie encore aujourd'hui. C'est un point de référencement, un creuset idéologique pour Vladimir Poutine et ses stratèges militaires. Or, à ce stade, les militaires russes n'ont conquis que 1% du territoire ukrainien durant l'année écoulée. Et on l'a assez dit ici à l'échiquier international, la Russie impose une guerre d'usure avec comme allié le facteur temps. Les kilomètres carrés conquis ne sont pas le maître étalon. Si vous voulez comprendre l'approche russe de la guerre, la question est de savoir qui tiendra le plus longtemps. Cela inclut, en plus de la Russie et des Ukrainiens, les autres alliés que sont les Européens et les Américains. Qui tiendra le plus longtemps? En plus des militaires, il faut inclure également l'économie et la société civile qu'il y a derrière. À ce stade, la Russie, certes, n'a pas obtenu de victoire écrasante, mais dans la course au temps, la victoire penche du côté de Moscou, chose reconnue par le général ukrainien Zaloujny, qui parle, lui, du piège tendu à l'Ukraine. Chose reconnue encore aujourd'hui par les Américains. On en parle et c'est tout de suite. La guerre en Ukraine s'allonge dans le temps pour figurer dans l'histoire russe comme un des conflits les plus longs, 1440 jours. Forcément, cela pose beaucoup de questions, même sur les capacités militaires russes. Une guerre longue est toujours problématique, et ce, quelle que soit l'envergure de celui qui est impliqué. N'est-ce pas, Karine Béché-Golovko? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. Politologue, professeur de droit public, vous nous parlerez à partir de Moscou. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors, Karine Béché-Golovko, on l'a dit, 1440 jours, c'est long, hein, c'est plus long que la guerre patriotique russe concernant le conflit ukrainien. C'est un record, mais d'ici juin, si rien ne change, la guerre en Ukraine pourrait dépasser les 1570 jours, c'est-à-dire ça pourrait dépasser la Première Guerre mondiale et l'implication russe. Conflit qui avait changé profondément et bouleversé la Russie. Une guerre longue n'est jamais de bon augure. Le temps commence à être long, même pour la société russe. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est toujours difficile d'apprécier les choses au regard de critères statiques. C'est-à-dire qu'on peut faire parler les chiffres. L'avantage du chiffre, c'est qu'on peut leur dire à peu près tout ce qu'on veut. Il me semble que il est difficile aujourd'hui de dire en fait réellement quand ce conflit a commencé, si on veut compter les jours, parce que ce conflit n'a pas commencé avec le lancement le 24 février 2022, pardon, de l'opération militaire spéciale. Ce conflit a au minimum commencé dans sa phase active avec le Maïdan en 2014. Et pour beaucoup d'analystes, ce conflit est en fait une des conséquences de la chute de l'Union soviétique. Donc en fait, d'une certaine manière, l'Occident continue et veut terminer le travail qui n'a pas été achevé avec l'Union soviétique, c'est-à-dire écraser la Russie. Après, oui, effectivement, dans la phase militaire active, c'est toujours compliqué, une guerre longue. Mais comme vous l'avez souligné à juste titre, celle-ci est quand même assez complexe parce qu'on ne peut pas s'arrêter au pourcentage notamment des territoires. L'Ukraine n'est pas le sujet du conflit. L'Ukraine est le front, elle est le lieu, l'objet du conflit qui se déroule entre les atlantistes et la Russie. Donc, la Russie peut avancer, elle peut avancer jusqu'à Kiev, elle peut avancer jusqu'à Lvov, et puisque la question, en fait, est ailleurs. Tant qu'il y aura des forces atlantistes en face,
il y aura toujours un danger. Le front ukrainien pourra se calmer, ça pourra s'ouvrir ailleurs, ça pourra être sur la question, par exemple, des pays baltes, ça peut être sur les questions de l'Europe de l'Est, ça peut être l'Asie centrale. Il y a aujourd'hui beaucoup d'endroits, je dirais, de fronts secondaires, tertiaires, qui sont préparés et qui peuvent être à tout moment être activés justement par les atlantistes si jamais ça commence à tourner trop mal pour eux sur le front ukrainien. Karim Béché-Golovko, comment les médias russes ou les analystes expliquent, eux, la longévité du conflit? On parle de volonté de parvenir pour les unités russes jusqu'à Odessa, avec tous les investissements consentis, le prix de la paix sera forcément élevé pour les Ukrainiens. Mais que nous disent au fond les commentateurs russes autour de ce conflit? Il y a différentes voix, disons que beaucoup reprennent la version officielle. Pour ceux qui réellement produisent une analyse, il y a cette compréhension que, en fait, à chaque fois que l'Ukraine a été sortie de la Russie, cela fut le cas. Alors, j'ai précisé quand même pour nos spectateurs que l'Ukraine et la Russie ont une histoire commune d'un millénaire à peu près. Et à la chute de l'Empire et lors de la Seconde Guerre mondiale, la troisième fois à la chute de l'Union soviétique, pendant ces quelques dizaines d'années à chaque fois, l'Ukraine a été sortie de la Russie et à chaque fois est tombée sous domination, soit de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, en tout cas de l'Occident, et instrumentalisée est devenu un projet anti-Russie. Donc le problème, c'est que pour beaucoup ici, quand il y a le sens de l'histoire, il y a la compréhension que tant qu'il existe ces forces atlantistes qui ont besoin de leur revanche parce qu'elles n'ont pas fini le travail de 91, et deux, tant qu'il existe un territoire ukrainien qui est occupé et dominé, et je répète bien, est occupé et dominé par les élites atlantistes, dans ce cas-là, il y aura de toute manière une résurgence du conflit qui à chaque fois sera de plus en plus violent. Nous l'avons vu déjà avec les accords de Minsk qui n'ont abouti à rien, sauf à préparer l'Ukraine au conflit militaire avec la Russie. Donc, il se pose effectivement la question de savoir jusqu'où faut-il aller. Alors, le problème de jusqu'où faut-il aller, c'est aussi à savoir, c'est comment y aller et de quel type de contrôle du territoire ukrainien on parle. La question du contrôle militaire n'est pas suffisante. Il reste la question du contrôle politique, et pour qu'il y ait un contrôle politique du territoire ukrainien, ce qui est absolument indispensable si on veut réellement réinstaurer une paix stratégique, et pas que pour la Russie, mais pour tout le continent européen. Dans ce cas-là, se pose la question de l'importance d'une défaite stratégique des élites globalistes. Vous avez dit à l'instant, les mondialistes souhaitent achever le travail qu'ils n'ont pas pu accomplir en 91. Pourtant, en 91, ils sont arrivés à la défaite de l'Union soviétique. Quel est au fond le travail qu'ils voudraient faire aujourd'hui? Quand vous écoutez notamment beaucoup de dissidents, enfin qui se présentent comme dissidents russes, on va dire plutôt ces pseudo-libéraux qui sont partis à l'étranger, vous vous entendez parler, dans le cadre des think tanks anglo-saxons dans lequel ils fonctionnent, de ces projets de partage du territoire de la Russie. La Russie, tant qu'elle reste et tant qu'elle prétend à être un pays souverain, dans ce cas-là, elle présente une menace justement pour les globalistes parce qu'elle n'est pas alignée. Et c'est un élément trop important pour pouvoir être digéré par le monde global. Donc, il est nécessaire de la découper. C'est-à-dire que ce qui a été fait avec l'Empire d'abord, ensuite avec l'Union soviétique, mais l'Union soviétique a récupéré presque tout le territoire de la Russie historique après la chute de l'Empire. La Russie actuelle, elle, ne l'a pas fait. Et le processus est donc
en poursuite, à savoir l'important maintenant est soit de faire capituler politiquement la Russie, ce qui conduira de toute façon à sa disparition sur la scène internationale, soit à la couper et la réduire à une espèce de région de Moscou agrandie, qui est à l'échelle des pays européens déjà une grande superficie, mais à l'échelle de la Russie même actuelle et si historique, c'est extrêmement petit et il est évident que dans ce cas-là, la Russie disparaîtra également politiquement. Donc c'est en ce sens, si vous voulez, où le travail doit être terminé. Et ce qui est intéressant, c'est que alors que la Russie, d'une certaine manière, n'avait absolument pas du tout dépassé la défaite de 1991, puisqu'elle ne remettait pas du tout en cause la perte de son territoire historique, avec le Maïdan en Ukraine, avec les échecs et les tromperies des processus, des pseudo-processus de paix, une certaine concession, une certaine conscience du monde russe revient plus, je dirais, au sein de la population qu'au sein des élites, mais en tout cas, c'est présent. Et donc, finalement, les Occidentaux ont réveillé le peuple russe. Au cours de l'histoire, quand on fait une analyse sur l'histoire de la Russie, Pierre le Grand, Catherine de Russie, c'est-à-dire que le territoire par essence est forcément amené à être un empire, mais aucune figure russe n'a pu asseoir un État avec des institutions fortes. Le seul qui a pu y parvenir, c'est Vladimir Poutine. Est-ce que c'est aussi pour ça, selon vous, qu'on lui en veut, qu'on l'attaque, qu'on essaie de le morceler? Parce que pour une fois, il a réussi quand même à asseoir une souveraineté russe avec des institutions, avec un État régalien et des territoires qui sont administrés plutôt correctement. Alors, je vais revenir un petit peu quand même sur ces affirmations, parce qu'en tant que juriste, je ne peux pas les laisser passer. Vous êtes là pour ça. Euh, L'Empire a très rapidement pris fin dans la mesure où tous les territoires avaient à peu près le même statut. Donc, en tout cas, c'est difficile de dire qu'il y avait cette conception empire dans le sens où les territoires étaient intégrés et avaient globalement une législation commune. Je Mais parlais il y avait d'empire par effectivement rapport à des la surface, hein. particularités. Il y avait des particularités locales, comme par exemple en France, certaines régions ont plus de pouvoir que d'autres, mais pour l'instant, il me semble difficile de parler de la France comme un empire actuellement. Ensuite, en ce qui concerne les institutions, il y avait des institutions qui étaient établies et qui ont été établies il y a plusieurs siècles de cela. En ce qui concerne, il y avait notamment une forme de parlementarisme assez développée, ce qui était à l'époque justement assez surprenant par rapport à l'Europe. Ensuite, en ce qui concerne un État fort, il me semble que si l'on parle même de la Russie après Alexandre III, avec toutes les réformes qui ont eu lieu, l'État a été structuré, l'État a été institutionnalisé. Je ne parle même pas de l'Union soviétique, qui, elle, fut justement cette puissance. Et cet État extrêmement structuré et formalisé, même si ça n'a pas été fait selon les canaux de l'idéologie libérale, mais il me semble que justement nous avons le droit de vivre dans le cas de différentes idéologies. Si l'on parle d'institutions étatiques, l'URSS était un pays qui avait des institutions justement extrêmement fortes, et c'était un pays extrêmement fort et extrêmement reconnu. C'est lui quand même qui a réussi à avoir ce siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est lui qui a participé à la création. C'est grâce à lui d'ailleurs que la France a eu un siège à ce Conseil de sécurité de l'ONU. Et si la Russie l'a aujourd'hui, c'est pas grâce à la défaite de 91, mais c'est plutôt grâce à la victoire de l'Union soviétique. Donc, je ne pourrais pas partager ce point de vue selon lequel la Russie était toujours une espèce de pays de moujik, avec des steppes et avec des idiots qui étaient incapables de constituer des institutions étatiques, ce qui est souvent effectivement le discours malheureusement qui est produit en Occident, mais ça s'appelle de la propagande. Non, mais Donc, c'est-à-dire que c'était pas viable. C'est-à-dire c'est des systèmes qui étaient pas viables, qui duraient dans le temps. Il y avait des cercles, des cycles de pouvoir, des cycles politiques, mais c'était jamais normal. viable dans le temps. Mais La France a connu combien de républiques, de révolutions, etc. Je ne parle même pas des c'est autres pas un pays. exemple la Donc, France, hein. c'est Je un prends pas la système tout France à pour fait. Il est exemple. normal que ça change.
Alors, on parlait, c'est très intéressant de parler de l'histoire avec vous. On essaiera de faire une émission sur l'histoire russe qui est très passionnante, bien entendu. On parlait d'impact, de l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur la société russe. Alors, on va un peu vous énerver encore puisqu'on va parler d'un think tank américain qui s'appelle The Center for Strategic International Studies, qui a diffusé le 27 janvier dernier un rapport, une étude référencée consacrée à l'opération spéciale en Ukraine. Alors c'est une étude fondée exclusivement sur des données en source ouverte, comme on dit, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès. Alors dans les détails, selon l'étude, les pertes russes concernant le conflit dont on parle atteindraient 1,2 million de soldats, dont environ 325 000 tués. Côté ukrainien, les pertes seraient de 500 000, entre 500 000 et 600 000 soldats. Cela correspondrait aux données livrées l'année dernière par le colonel Douglas MacGregor, qui est un officier à la retraite américain, vétéran de combat et surtout ancien conseiller principal du secrétaire à la défense des États-Unis. Alors déjà, on sait que les médias occidentaux, notamment français, anglais, ont beaucoup glosé sur ces données. Qu'avez-vous à dire, vous, sur ces chiffres qui émanent du fameux think tank, The Center for Strategic International Study, qui sont jugés plutôt crédibles par une majorité d'observateurs et d'analystes militaires. Occidentaux, précisons. Non, non, même certains analystes sud-américains, japonais, enfin, il y a beaucoup de magazines militaires qui ont été obligés de s'appuyer sur des chiffres pour parler de la réalité du conflit. Disons que l'indépendance des Sud-Américains actuellement et des Japonais par rapport aux États-Unis laisse largement à désirer. Donc, on va dire que ce sont les analyses d'un clan, de ce clan atlantiste. Rappelons quand même une petite chose, c'est que les données, ces données sont des données confidentielles. Donc, toute analyse objective en la matière est absolument... Madame Golfko, Oui, vous avez... il y a un problème. D'accord. Voilà. Euh, toutes ces données sont absolument inaccessibles. Donc, il s'agit de projections. Première chose. Deuxième chose, à partir du moment où, en période de guerre, vous avez un institut qui fait partie d'un clan et qui produit un document ouvert, ce n'est plus de l'analyse, c'est de la production de discours. Et il produit donc un certain discours qui doit qui doit être instrumentalisé dans le cadre du conflit, puisque dans tout conflit, comme on le sait, il y a différentes dimensions. Vous avez la dimension militaire sur le front, vous avez également la dimension communicationnelle, et cela fait partie du front communicationnel. Donc le fait qu'il y ait des pertes importantes, oui, combien il y en a, absolument personne ne le sait. Les chiffres en Russie, concernant les pertes russes, ne sont pas divulgués. Je ne pense pas que ce centre y ait accès. Et lorsqu'ils parlent en Russie des pertes ukrainiennes, évidemment, ils en présentent plus. Donc, si vous voulez, je dirais que c'est un discours classique dans le cadre d'une guerre de l'information qui est une dimension qui accompagne tout conflit. La partie russe, lors des négociations, a toujours mis un point d'orgue sur la garantie de sécurité du territoire ukrainien pour en finir avec le conflit. Karim Béché-Golovko, qu'est-ce qu'on entend par cette expression du côté russe, la garantie de sécurité sur le sol ukrainien? Si l'on en croit les déclarations du secrétaire général de l'OTAN, effectivement, cela soulève beaucoup de questions parce que l'on parle d'une armée. Alors, il affirmait qu'il y avait trois niveaux. Le premier niveau qui serait la constitution, en fait, d'une armée ukrainienne qui serait à peu près 3 fois supérieure au chiffre de ce qu'elle était en 2022. Donc, déjà, pour la Russie, c'est inacceptable, puisque l'on parle de 600 à 800 000 personnes. Il y avait à peu près 200 000 personnes à ce moment-là, avant le début de l'opération militaire spéciale. Donc, nous ne sommes pas dans la phase de démilitarisation, ce qui est exigé par la Russie, mais plutôt dans une phase de militarisation de l'Ukraine.
Ensuite, le deuxième élément, c'est selon l'OTAN, la présence de troupes justement de l'OTAN sur place. Celles-ci n'auront évidemment pas besoin d'être extrêmement nombreuses, puisque si vous avez une armée de 600 à 800 000, ce qui est quand même 4 fois supérieur à peu près au volume de l'armée française, juste pour donner une image quand même. Donc, nous sommes effectivement soit dans une provocation totale de la part des atlantistes, soit cela montre simplement aussi qu'ils n'ont absolument pas du tout envie de réellement négocier une stabilisation et de trouver un moyen de coexistence pacifique entre les différents pays. Donc, ils mettent en place des conditions qui sont absolument inacceptables pour la Russie. Le troisième niveau, selon l'OTAN, est le soutien derrière des États-Unis, c'est-à-dire ce qui est déjà en place, puisque les États-Unis continuent à armer, certes via l'OTAN, mais ils arment quand même, et à coordonner le travail de l'armée atlantico-ukrainienne à travers différents groupes, notamment Palantir et Starlink. Donc, on va dire que ces garanties de sécurité, ce sont pas les garanties de sécurité de l'Ukraine, ce sont les garanties de sécurité de l'OTAN qui veut garder le contrôle sur cette partie du front dans son combat contre la Russie. Matthew Whitaker, qui est le représentant permanent des États-Unis auprès de l'OTAN, a dit tant qu'un accord de paix ne sera pas trouvé, Washington continuera de fournir des armes à Kiev par l'intermédiaire de l'OTAN. Donc ça rejoint ce que vous disiez. Alors, Karine Bechegolovko, je ne sais pas si vous aimez le cinéma. Comme tous les conflits en Ukraine, le conflit se déroule donc à plusieurs niveaux. Le Mage du Kremlin, hein, c'est un film français réalisé par Olivier Assayas, tourné en anglais, sorti récemment, adapté du roman éponyme du français Giuliano da Empoli. Alors le film a été présenté en compétition officielle à la Mostra de Venise. Alors on suit une figure, hein, il s'agit de Baranov, hein, qui est un ancien producteur de télévision, qui devient une sorte de conseiller de l'ombre et qui met son intelligence tactique au service de Vladimir Poutine pour assurer un pouvoir fondé sur la crainte et la manipulation. Hein, c'est le film, c'est le scénario. Alors on n'a pas tardé à parler de vision bancale, trompeuse, y compris de la part des spécialistes français comme Anne Collin, c'est Anne Collin Lebedev, voilà, et Jean-Robert Ravio. On parle même d'un film dangereux car l'œuvre pourrait avoir un impact politique pour le futur et appuyer un éloignement entre à la fois les Russes et les Européens. Votre avis? Alors, je n'ai pas vu le film, donc sur le fond, je ne peux pas vous dire. On parlait du récit. Vu ce que vous en dites, j'avoue sincèrement que ça ne donne pas une énorme envie d'aller le voir, Sûr? mais on va dire que ça reste un peu dans cette image justement d'un pays qui est écrasé par un vilain dictateur. C'est-à-dire la propagande va C'est continuer encore, c'est pas prêt de se conclure. On voit quelques oui, images à l'écran d'ailleurs du film. quelle chance. Donc, c'est difficile à dire. Nous sommes réellement, oui, comme vous dites, c'est une production de discours. Le combat se mène sur différents fronts. J'ai parlé du film Il y a volontairement. toujours, Pardon, j'ai parlé du film oui, volontairement car pour l'Ukraine et les Occidentaux, la principale arme est le narratif. On a fortement médiatisé les opérations ukrainiennes malgré leur insuccès sur le déroulement de la guerre elle-même. On a parfois orchestré un récit qui s'inscrivait pas dans la réalité. L'idée était surtout, encore avec ce film, de maintenir la mobilisation de l'Occident et de l'Ukraine, quoi qu'il en coûte. Donc le film tout à fait. continue. Voilà. Nous sommes effectivement dans la construction de l'image de l'ennemi, ce qui est assez classique en cadre de conflit. Mais il est vrai, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça fait peur à certaines personnes en France, c'est que le discours est contradictoire. À la fois, il faut montrer une Russie qui est faible, qui n'a pas d'institution, qui est un peuple écrasé par son dictateur, etc., etc. D'un autre côté, dans la mesure où
toutes ces armées atlantico-ukrainiennes reculent quand même objectivement sur le front, le niveau de faiblesse en Occident doit être alors absolument phénoménal, puisque l'armée russe, elle, avance. Et il y a énormément de gens qui s'engagent. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui s'engagent, à la différence de l'Ukraine qui doit mobiliser par la force. La Russie, elle, n'en a pas besoin. Donc, il y a effectivement un problème sur le fait que ce film en lui-même va contribuer à éloigner l'Occident, l'Europe, en tout cas de la Russie, non. Ce ne sont pas ce genre de films qui, de toute façon, n'entreront pas dans l'histoire, sauf sous forme de caricature plus tard. C'est surtout la politique conduite par les élites actuellement au pouvoir en Europe. Ce sont des élites globalistes, atlantistes, qui sont anti-nationales, c'est-à-dire qui ne gouvernent pas dans l'intérêt du pays où ils sont placés. Ce sont ces personnes qui réellement sont en train de creuser un fossé. Parce qu'à un moment donné, la guerre va terminer. Il est évident que l'Europe ne jouera strictement aucun rôle dans le règlement du conflit, et ça nous le voyons déjà aujourd'hui. Or, comment rétablir derrière les relations? Tout va dépendre de la manière dont ce conflit justement va terminer, parce qu'avec ces élites qui se discréditent à plusieurs niveaux, je ne parlerai même pas des scandales de pédophilie qui sortent de partout et d'autres scandales actuellement, c'est en tout cas une différence de vision civilisationnelle et humaine qui devient absolument incompatible entre ces élites et la Russie. Maintenant, ça ne veut pas dire que les Français, que les Allemands, que les Italiens soient culturellement, réellement très différents des Russes. Non. Mais tant que ces élites sont en place en Occident, oui, ça va être un problème. Et ce sera le mot de la fin, signé Karine Béché-Golovko. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur de droit public à Moscou. Merci madame et je vous dis à bientôt. À très bientôt, merci à vous. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.